c'est pas très fiable, et puis il est ininterprétable chez les personnes âgées. C'est difficile d'expliquer aux patients qu'est-ce qu'il va sentir et qu'est-ce qu'il va... Donc moi franchement je ne compte pas beaucoup sur cet examen. Les réflexes ostéotendineux aussi, c'est une atteinte de la neuropathie profonde qu'on peut avoir chez tous les diabétiques, même en dehors de la neuropathie périphérique distale. Donc je le redis une autre fois, malheureusement 10 à 20% des diabétiques seulement ont leur pied examiné. Ça c'est les études. Donc là c'est un pied neuropathique, vous voyez bien les espèces de déformations, la myotrophie interosseuse et les saillies des tendons osseux qui sont dues à la déformation d'architecture osseuse et à la myotrophie. Voilà, donc nous on a l'examen clinique, ça nous rapporte déjà beaucoup et puis ça nous permet déjà d'éduquer notre patient. Il y a des centres spécialisés dans les pays qui ont un haut niveau socio-économique. C'est des centres qui sont spécialisés en podologie. Et il y a des gens qui ne font que ça, qui font que le pied diabétique et qui vont faire des examens, la podoscopie, la prise d'empreinte, baropodométrie, la statique dynamique, thermographie. Tous ces examens, aucune étude n'a montré leur efficacité supérieure dans le dépistage du pied à risque. Donc là, ça va, on peut... Pardon. Il y a une consultation de pied diabétique, comme vous disiez à juillet, non moi je ne sais pas, je ne peux pas me dire. Il y avait une consultation pour le pied diabétique au CHU. Oui, normalement il faut qu'il y ait. Normalement il faut qu'il y ait, mais là c'est des centres spécialisés de podologie. C'est pas seulement une consultation de diabétologie, de podologie. D'accord. Donc ça c'est des études, moi en fait j'ai pris les résultats des études qui sont faites en France. Et en fait, ça n'a pas montré de supériorité dans le dépistage. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire qu'il y a un certain nombre de patients qui vont faire l'ulcère de pied. Donc la même chose peut être faite rien qu'avec l'examen clinique. Alors, les scores cliniques aussi n'ont pas montré beaucoup de supériorité. Mais par contre, il y a deux examens que j'aimerais bien que vous reteniez. C'est la mesure de la conduction nerveuse sensitivo-motrice, qui est un examen de haute reproductivité, et l'électromyogramme. Alors ces examens permettent de détecter précocement l'atteinte neurologique du pied. Ce qui reste, enfin ce qui se fait dans des cas particuliers, c'est la biopsie nerveuse. Ça par contre c'est réservé quand on suspecte une pathologie en dehors du diabète en plus. Par exemple la sarcoïdose, donc quand on n'est pas seulement dans le cadre du diabète. Donc ça, c'est les scores utilisés qui font les réflexes et les tests de sensibilité. Alors, le deuxième pied que vous devez reconnaître. Là, vous avez reconnu le pied neuropathique. Maintenant, il y a le pied artériopathique. Donc c'est la cause de l'ulcère de pied dans 15% des cas. Le dépistage est moins fiable que dans la neuropathie, parce qu'il y a des biais dans l'examen du pied artériopathique et puis on a besoin toujours d'examens complémentaires. Donc la clinique elle est simple, c'est un pied qui est froid, qui est luisant, qui a une peau fine et qui a des troubles de recoloration. Et la plaie ischémique, vous la connaissez, donc il va y avoir, la plaie elle va être ischémique de toute façon avec de la nécrose, elle va être sèche. Limitée, plus ou moins infectée. Mais le problème ici, c'est que pour les poux pédieux et tibiaux, qu'on cherche souvent pour dire que le pied est vascularisé ou pas, on peut, devant des artériopathies sévères, avoir une pulsatilité qui est due à la fameuse néovascularisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il faut faire attention, il faut chercher autre chose. Donc là, c'est la place des examens complémentaires. Alors l'index de pression systolique, il est très... il nous donne beaucoup d'informations. C'est la mesure de la pression au niveau de la cheville et au niveau du bras. Et en fait, on fait un rapport cheville sur bras. Et on va avoir une artériopathie distale. On peut parler d'artériopathie distale quand c'est inférieur à 0,80. Quand c'est supérieur à 1,50, c'est de la médiacalcose. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'un pied artériopathique. Donc on voit que la peau elle est dépilée, elle est très sec, très sèche. Là aussi c'est un exemple de pied artériopathique avec une nécrose du troisième orteil.
C'est un pied qui n'est pas bien vascularisé. Alors, les examens complémentaires, quand on a recours aux examens complémentaires, c'est l'écho-doppler artériel des membres inférieurs, examen facile à faire, qui va détecter les sténoses et les occlusions, mais le problème c'est qu'il est limité aux artères jambières, donc il ne va pas pouvoir étudier la microvascularisation du pied. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la mesure de la pression transcutanée. Donc ça peut, quand on a une plaie, prédire des chances de cicatrisation de cette plaie quand c'est supérieur à 30 mm de mercure. Donc la normale, c'est entre 50 et 65. Alors l'artériographie des membres inférieurs, elle est indiquée en fait quand on envisage un geste de revascularisation, donc devant une amputation discutée, qu'on envisage un risque de revascularisation, on peut demander une artériographie des membres inférieurs. Le problème, c'est que c'est un examen qui nécessite une préparation particulière chez le diabétique. C'est codifié chez les radiologues, arrêter la metformine, bien hydrater, donner des produits pour prévenir l'insuffisance cardiaque, etc. Et donc, cet examen, il a été corrélé dans les études où il a été fait à une diminution du taux d'amputation. Les autres examens qui ont peu d'intérêt, enfin pas peu d'intérêt, mais bon, ils sont en cours d'évaluation, c'est l'angioscan et l'angio-IRM. Donc là, vous avez reconnu le pied neuropathique, vous avez reconnu le pied artériopathique. Maintenant, vous avez un pied qui a fini par faire son ulcère. Donc, déjà, cliniquement, on va commencer par déterminer s'il est neuropathique ou s'il est ischémié. Et puis, on va essayer de définir le stade et le contenu de la plaie, les signes d'infection, et essayer de voir l'extension de l'infection, c'est-à-dire le contour de la plaie, le contact osseux, est-ce qu'il y a une ostéite ou pas. Donc l'ostéite, les signes d'ostéite clinique qu'on peut avoir, c'est un problème de mobilité, enfin, mais ça c'est plus un critère. En fait, c'est une mobilité anormale des orteils. Ce n'est plus un critère parce qu'on peut avoir des destructions osseuses dues à la déformation sans avoir d'ostéite. Alors l'examen qui se fait, c'est un examen ostillé, stérile. Et aussi, il faut voir si les tendons sont visibles ou pas. Parce que quand les tendons sont visibles, ça veut dire qu'il y a une atteinte profonde qui a dépassé, qui a traversé la polynévrose. Et quand les tendons ne sont pas visibles, ça veut dire qu'on est encore dans un ulcère superficiel. Alors là, vous avez les types d'infections que vous allez pouvoir rencontrer. L'infection superficielle, c'est au-dessus de la polynévrose, la dermo-hypodermite bactérienne, plus ou moins infectée, la dermo-hypodermite nécrosante ou la racine nécrosante, c'est des tableaux qui sont très bruyants avec des téguments violacés, des coulements de peau et dégradation rapide de l'état général. Et ça peut donner aussi une insuffisance rénale sur ces terrains-là. La gangrène humide aussi, c'est un tableau très bruyant aussi avec des tissus qui sont noirâtres, décollement de la peau, puis grisâtre et dégradation de l'état général rapide. Collection purulente comme les abcès et les phlegmons et les ostéites. Alors, c'est devant ces tableaux-là, parce que vous voyez bien que ce n'est pas toujours la même chose. Hein. Il y a un tableau qui est superficiel, on peut traiter les antibiotiques et les cicatrisations, puis les choses peuvent rentrer dans l'ordre sans problème. Mais il y a des tableaux devant lesquels on doit décider rapidement. Alors là, je vous ai posé ce tableau, c'est en fait, essayer un peu d'avoir une arrière-pensée sur le germe en cause en fonction de la plaie que vous voyez. Donc là, dans les plaies superficielles qui sont récentes, sans antibiotiques récents, quand le patient vient vous dire « je viens d'avoir ma plaie il y a 2 ou 3 jours » et puis vous voyez que c'est superficiel, vous pouvez penser au Staphylococcus aureus qu'on a sur la peau, le Streptococcus bêta-hémolytique. Quand on est devant des plaies qui datent de plus d'1 mois, avec un patient qui a déjà passé à la pharmacie, qui a déjà eu quelques jours d'antibiotiques avec dose et durée inefficace et qui revient, donc là, son Staph aureus toujours il est là, peut-être qu'il est devenu résistant. Et le Streptococcus bêta-hémolytique peut s'ajouter à l'infection. Les entérobactères aussi, avec le temps, trouvent le lit pour un peu se multiplier. Donc les plaies qui sont traitées par céphalosporine et d'évolution favorable, c'est les entérocoques. Les lésions qui sont macérées, il faut penser au Pseudomonas aeruginosa qui est un peu plus méchant. Les plaies de longue durée, plus de 6 mois. C'est un patient qui a traîné, hein. Il était par-ci, par-là, il a eu
un traitement quelques jours, puis avec des ruptures de traitement à chaque fois. Donc ce patient, c'est un patient qui a reçu déjà les antibiotiques et donc qui a su développer des résistances. Et c'est un patient chez qui on va avoir un polymicrobisme avec tout ce que vous pouvez penser, les cocci-gram positifs, les aérobies, les anaérobies, les staphylococcus aureus, les entérocoques, le pseudomonas aeruginosa. Bref, beaucoup de germes peuvent être tous là en même temps. Donc, d'autres patients qu'on va rencontrer qui vont avoir, enfin, dès qu'ils vont franchir la porte de votre cabinet ou de votre salle de consultation, vous allez sentir l'odeur de son pied, l'odeur de son pu. Et donc, c'est des pieds qui sont nécrosés, en général. La plupart du temps, ils sont nécrosés et ils sont gangréneux. Et il y a beaucoup d'anaérobie dedans avec les autres bactéries que je viens de citer. Donc, de toute façon, vous n'allez pas le laisser comme ça. Vous allez commencer un traitement, mais avant de commencer un traitement, vaut mieux quand même faire un prélèvement. Donc, à partir du grade 2 de la classification du consensus international, je vais vous parler de la classification du consensus après. Mais bon, le grade 2, le grade 1, c'est qu'il n'y a pas d'infection. Le grade 2, c'est l'infection superficielle. Et les autres, c'est tout ce qui vient après. C'est tout ce qui est profond. Donc, à partir du grade 2, avant toute antibiothérapie, ou à 15 jours d'un arrêt d'une antibiothérapie quand il s'agit d'une ostéite, on peut faire un prélèvement. Avant de faire ce prélèvement, il va falloir préparer la plaie parce que si on prélève n'importe comment, on va prendre juste la flore superficielle, la flore colonisée au niveau de la peau. Donc il faut faire un débridement, un curetage au scalpel ou à la curette de toutes les berges. Et un nettoyage au savon d'abord et un nettoyage au sérum physiologique. Il ne faut pas utiliser les antiseptiques parce que ça peut fausser les résultats. Par contre, si c'est très sale, on peut même accepter d'utiliser un antiseptique pour nettoyer, pour bien nettoyer, mais après, il faut attendre un petit peu et refaire un lavage avec du sérum physiologique. Hein. Donc ces prélèvements doivent se répéter chez les patients qui revient avec une évolution défavorable de leur peau. Alors pour les prélèvements, alors l'écouvillonnage superficiel, c'est un examen banni. On a dit qu'il ne faut pas faire les choses de façon superficielle. Il faut soit qu'il soit profond avec toute la préparation que j'ai dit, soit ne pas le faire. Le curetage et la biopsie des berges aussi, ça c'est à éviter parce que c'est que les germes de la peau, c'est pas ça la vérité de l'infection. L'aspiration par contre à l'églyphine, ça c'est recommandé. Après la préparation qu'on a expliquée, on peut mettre l'églyphine et puis aspirer. Ça permet de détecter les anaérobies quand ils sont là et les bacillaires négatifs. Donc c'est un bon prélèvement. La biopsie osseuse, à condition qu'elle soit transcutanée et passant par la voie saine. On ne fait pas de biopsie osseuse en passant par la plaie. Donc il faut toujours aller par la zone saine et faire notre biopsie avec un trocar. Quand c'est bien fait, c'est très sensible à 96% des cas et c'est spécifique dans 79% des cas. Parfois, on a des plaies, quand on les examine, des plaies qui sont profondes, on a des séquestres osseux qui se sont déjà cassés, qui sont déjà là au milieu de la plaie. On peut les prélever et les mettre dans un peu de sérum fille, les envoyer au laboratoire et on peut avoir des résultats sur la bactériologie. Donc le transport doit être rapide et en anaérobie. Là je vous donne un exemple d'une ampoule qu'on peut prélever par exemple à l'aiguille fine ou qu'on peut décoller et prélever parce que là c'est une peau qui est protégée donc on peut enlever l'ampoule et prélever, il n'y a pas de problème. Donc les examens. Les autres examens qui doivent se faire devant ces ulcères du pied. La radiologie, donc elle n'est pas significative avant les 3 semaines de l'infection, mais après, elle peut montrer les érosions corticales, la position périostée, une ostéolyse, qu'il va falloir différencier avec l'ostéolyse, l'ostéorésorption de l'ostéoarthropathie et du pied neuropathie. Ça, je pense que les radiologues, ils savent bien le faire, parce que moi, dans les comptes rendus, ils arrivent quand même à me dire qu'ils ont différencié entre une ostéolyse primitive et une ostéolyse d'ostéite. Donc l'IRM.
Elle est rarement indiquée, bien sûr, parce que le coût est élevé. Et son intérêt, c'est surtout dans les ostéites chroniques. En cas d'ostéoarthropathie, justement, où l'on ne peut pas différencier les choses, on peut demander l'IRM, c'est très sensible à 100% dans les ostéomyélites. La TDL a peu d'intérêt parce qu'elle n'arrive pas parfois à faire la différence entre le type de collection qu'on peut avoir, les granulomes, les granulomatoses, les fibroses et tout ça. Donc, l'examen vraiment le plus performant dans la confirmation, dans l'ostéite, c'est la scintigraphie au polynucléaire marqué. C'est un examen qui est fait en France. C'est un examen qui est beaucoup demandé, surtout devant des plaies qui sont chroniques, qui ne cicatrisent pas. Et on ne sait pas vraiment le degré d'atteinte osseuse avec des radiographies qui sont normales et on ne comprend pas pourquoi le patient ne guérit pas. Donc la scintigraphie au polynucléaire marqué va faire que les polynucléaires vont se fixer sur l'os, mais il faut faire une scintigraphie osseuse pour dire que c'est vraiment l'os qui est atteint et ce n'est pas les parties molles, on regarde l'os. Donc il faut couper les deux. La biologie, elle est insuffisamment sensible et spécifique. Donc les paramètres biologiques font défaut souvent dans les atteintes sévères. Et il faut penser surtout aux désordres métaboliques et aux atteintes rénales dans les infections sévères. Des fois, ça peut être utile quand on fait une NFS et qu'on assiste à une hyperleucocytose très importante. Et avec le traitement, on va voir l'évolution de la biologie. Mais ce n'est pas très significatif. Alors, les classifications. Maintenant, on a reconnu le pied, on a reconnu l'ulcère. Il faut le classer. Pourquoi ces classifications ont été telles le jour? C'est parce qu'on voulait que tout le monde ait la même vision des choses. On ne voulait pas que des gens soient amputés à tort et on ne voulait pas que des gens ne soient pas amputés et être victimes d'une dégradation d'état général et d'une mortalité importante à cause du retard du diagnostic. Donc cette classification, la classification qui était utilisée jusqu'en 2006, qui était internationalisée, c'est la classification de la Texas University. Cette classification permet de faire une gradation en fonction de l'ischémie, l'atteinte artérielle, et en fonction du degré de l'infection, superficielle, profonde, etc. Donc, je ne vais pas tarder sur cette classification, parce qu'elle est plus utilisée, mais bon, c'est juste pour dire que plus le grade est élevé et plus le risque d'amputation est important. Cette classification, pour un grade donné, elle permet de dire que le risque d'amputation est très important en fonction de l'infection et du degré d'infection et de l'ischémie. Et donc, il y a une autre classification, la classification de vaginale, ça aussi ça ne marche plus. Et la classification en fait, qui a eu le jour en 2006 et qui va être internationalisée, c'est le consensus international qui a été fait par les sociétés savantes, les infectiologues, les diabétologues, les microbiologistes, les chirurgiens vasculaires. Donc ils ont tous sorti cette classification qui va donner grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Et en fonction du grade, on va décider si le patient va être amputé ou pas. Et quels sont ses chances de cicatriser son ulcère sans amputation. Donc on voit bien que le grade 1, il n'y a pas de symptômes, le grade 2, il y a une atteinte inférieure à 2 cm, un érythème inférieur à 2 cm, une induration qui est bien limitée, plus ou moins une décharge pulmonante. Et dans le grade 3, les choses vont un peu s'accentuer, un érythème qui est supérieur à 2 cm, et une infection qui va atteindre un peu plus profondément avec une lymphangite, une ostéite, une arthrite. Et le grade 4, et bien là, c'est l'altération de l'état général, en fait, c'est l'atteinte de l'état général, avec l'état de sepsis carrément, l'hyperthermie, la tachycardie, la diminution de la pression de CO2 et les paramètres biologiques qui vont se modifier. Donc il faut connaître, pour un peu travailler avec ces classifications et savoir qu'est-ce qu'on va faire dans notre prise en charge. On sait comment on a trouvé le pied neuropathique, on sait comment on a trouvé le pied artéritique, on sait décrire notre plaie.
et savoir si c'est une plaie ischémique ou si c'est une plaie neuropathique. Mais on ne sait pas comment trouver s'il y a l'ostéite ou pas. On a fait notre examen clinique, les examens paracliniques, mais en défaut d'examen paraclinique, je vais vous donner cette planche parce que je l'ai trouvée intéressante, qui va pouvoir prédire de l'existence ou pas d'une ostéite. Donc, quand on a une plaie de grande taille, qui a une durée d'évolution supérieure à 2 semaines, qui se trouve en regard d'une structure articulaire, toute plaie qui ne cicatrise pas malgré un traitement bien conduit pendant 6 semaines, l'os est exposé aux issues de fragments osseux au travers d'une plaie, le contact osseux rugueux lors de l'exploration de la plaie, le pied il est inflammatoire chez un patient aux antécédents de plaie du pied, et l'aspect d'orteil est en saucisse, comme l'aspect qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, en dehors de l'ischémie, quand on a un orteil qui est bien rouge, luisant et très inflammatoire, ça peut faire suspecter une ostéite en dessous. Alors, l'élévation inexpliquée des marqueurs inflammatoires, ça par contre, ça peut prédire d'une ostéite. Donc la prise en charge, maintenant on arrive à la prise en charge. Ça passe par la prévention quand on n'a pas encore d'ulcère et le traitement curatif d'ulcère. Donc les chefs de file, c'est l'antibiothérapie, la décharge, la vascularisation, le pansement, l'équilibre du diabète et l'éducation du patient. Donc le contrôle glycémique, ça bien sûr tout le monde sait qu'il faut optimiser le traitement du diabète, passer le patient à l'insuline, voire à 3 injections par jour si c'est possible, le bien éduquer sur les facteurs de risque cardiovasculaire et l'éduquer sur les choses à ne pas faire. Donc il faut lui donner des conseils. Équilibration du diabète, inspecter bien son pied, l'hygiène quotidienne, signaler tout ce qui se passe, changement de couleur ou toutes les plaies, même minimes au niveau du pied, il faut qu'un médecin les voie. Couper les angles sans arrondir les pointes. Hydrater bien la peau parce qu'elle est très sèche, changer les chaussettes tous les jours, acheter des chaussures en fin de journée parce qu'en fin de journée, on a les pieds qui augmentent de volume, donc il faut acheter les chaussures le soir. Et ne pas traiter soi-même tous ces durillants, les ampoules, les corps et tout ça. Prendre garde des brûlures et de tout ce qui est chaud. Il ne faut pas utiliser les bouillottes pour chauffer les pieds, il ne faut pas utiliser les chauffages, ne pas laisser les pieds au contact des chauffages, ne pas laisser les pieds au contact du charbon. Et ne jamais marcher les pieds nus. Surtout, Chebé, c'est pieds nus. Voilà. Donc, vous avez mentionné Chebé. Il faut, alors la chaussure, la meilleure chaussure, il faut toujours leur dire de mettre des chaussures qui sont fermées, des chaussures qui sont achetées, on va dire, en fin de journée et qui sont pas dures. Comme l'a dit le rhumato tout à l'heure, c'est l'avant-pied ne doit pas être serré, il ne doit pas y avoir de talons. Il faut que ça soit un petit peu quand même soulevé du sol. C'est pour ça que les babouches ne sont pas bonnes à faire. Alors toujours dans le cadre de la prévention, ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, et par contre il faut traiter les choses qui sont traitables. La mycose entre les orteils, ça il faut la traiter, parce que c'est la porte d'entrée des bactéries, ça on le sait. Par contre l'onychomycose, c'est difficile à traiter, et puis c'est pas vraiment un facteur de risque, c'est surtout entre les orteils qu'il faut traiter. Et puis le contexte psychosocial, le niveau économique du patient, ça aussi, il faut voir avec lui qu'est-ce qu'il peut se permettre et qu'est-ce qu'il ne peut pas se permettre aussi. Alors, toujours dans la prévention, la revascularisation, quand c'est possible, devant un pied artéritique qui n'a pas encore fait son ulcère, vaut mieux prévenir que guérir. Il faut le revasculariser quand c'est possible, bien sûr. Si on ne peut pas revasculariser de façon chirurgicale, on peut quand même prévenir avec des moyens médicaux. Donc, le problème, c'est que la revascularisation, elle va traiter le problème des artères fémorales, tibiales, jambières en général, mais ça va s'arrêter là. Donc, le pied, c'est toujours l'éducation, l'équilibre du diabète et la prévention.
Alors, la correction d'une malnutrition, parce que la malnutrition, ça retarde un peu la cicatrisation des plaies, toutes les plaies en général et même en dehors du diabète. Malnutrition, c'est un mauvais facteur. Maintenant, on arrive à l'antibiothérapie. Donc, on a éduqué ce patient, mais le patient qui a fait son ulcère, il faut le traiter quand même. Donc, c'est le traitement curatif de l'ulcère du pied. L'antibiothérapie, il faut utiliser un spectre large pour une diffusion osseuse, peu toxique, et une antibiothérapie qu'on va pouvoir passer pérose. Le choix dépend de la nature et de l'ancienneté de l'ulcère, s'il est profond ou pas, s'il a déjà eu des antibiotiques ou pas, et hospitalisation. Pourquoi? Parce que ça va déterminer le type de bactéries qu'on va traiter. Le risque du BMR, le bacille, en fait, les bactéries dont on a parlé tout à l'heure qui vont être maltraitées vont devenir résistantes. Il faut faire attention parce que ça peut se compliquer de sepsis sévère, donc le traitement n'est pas pareil. Donc sepsis sévère est dans l'ulcère. L'atteinte osseuse aussi, le traitement n'est pas pareil, la durée n'est pas pareille. Donc il faut déterminer toutes ces choses-là avant de commencer l'antibiothérapie. Facteurs liés au terrain. Le patient diabétique, c'est un patient immunodéprimé qui peut avoir une insuffisance rénale, donc il faut faire attention aux doses, qui peut avoir une insuffisance cardiaque aussi, faire attention aux doses. Donc on va donner des schémas thérapeutiques en fait qu'on peut utiliser chez les patients qui ont des staphylocoques aureus, métis-résistants, métis-sensibles plutôt. Donc pour les métis sensibles, on peut utiliser l'oxacilline plus l'anamyoside, la gentamicine en général, ou bien la rifampicine plus les fluoroquinolones, un fluoroquinolone. Les autres possibilités, ça, c'est une plaie superficielle, le patient n'a pas beaucoup traîné, il arrive, de toute façon, il faut faire une bi-antibiothérapie. Je vais vous donner d'autres choix. Les fluoroquinolones plus l'acide fusidique, ça marche très bien. La rifampicine plus l'acide fusidique, la clindamycine plus la rifampicine, le cotrimoxazole plus la rifampicine. Il y a aussi d'autres... Oui. Pardon? On ne traite pas avec la rifampicine oui, en dehors de la thérapie. Oui, ça, je voulais donner juste pour le savoir parce que c'est des schémas qui se font. Mais si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Hein. Par contre, on peut faire les fluoroquinolones et l'acide fusidique, ça on a. Il y a aussi une possibilité pour le staph sensible, c'est la bêta-lactamine plus l'acide clavulanique à forte dose avec l'acide fusidique. Ça marche très bien. Et donc, essayez de faire ça pendant une quinzaine de jours, ça donne de bons résultats. Alors, pour ça, je vous le donne, c'est juste pour le connaître, mais vous prenez ce que vous avez la possibilité d'utiliser, parce que c'est pas toujours pareil partout, mais il faut connaître que ça donne des bons résultats. S'il vous plaît, on laissera les questions pour la fin de la communication, une ou deux, parce qu'on nous attend pour le déjeuner, on n'a plus trop le temps. Donc, on laissera une question pour la fin de la communication. Merci d'aller un peu plus vite. Donc, le staphylocoque résistant, il y a d'autres moyens, la vancomycine, l'acide fusidique, le streptocoque, l'amoxicilline, la rifampicine, les bacilles graves négatifs, les céphalosporines de troisième génération avec les fluoroquinolones, ça donne un bon résultat. Le pseudomonas, on peut utiliser la ciprofloxacine. En association avec la ceftazidime. Et les anaérobies, bien sûr, on utilise les imidazolines. Juste pour les anaérobies, si vous avez un prélèvement qui revient avec des anaérobies ou que vous suspectez des anaérobies sur la clinique, sachez que les anaérobies ne sont jamais tout seuls. Ils sont toujours avec d'autres germes qui sont métis-résistants. Et il faut faire une tri-antibiothérapie quand vous suspectez des anaérobies. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple oxacilline plus l'acide fusidique plus les fluoroquinolones, plus les fluoroquinolones. Voilà. Donc là, c'est juste les doses, mais c'est un peu très compliqué. Je vais passer rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est pour les patients qui vont être hospitalisés. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que n'hésitez pas à donner des fortes doses. Par exemple, les bêta-lactamases, l'acide clavulanique, on peut donner jusqu'à 6 à 10 grammes par jour.
Quand l'affection est importante, ah oui, 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 quand l'affection est importante, en dehors de l'insuffisance rénale, on peut aller en ambulatoire jusqu'à 6 grammes, il n'y a pas de problème, pendant dans les premiers jours. Hein. Et puis même en intraveineux, chez les patients qui sont hospitalisés, on peut donner toutes les 4 heures, il n'y a pas de problème, toutes les 4 heures, toutes les 6 heures, on peut aller, je vous ai dit, jusqu'à 10 grammes. Moi j'ai vu 12 grammes d'augmentin par jour, ça m'a choqué, mais en fait ça donne des très bons résultats, surtout au début. Alors, donc, après l'antibiothérapie, il y a l'indication chirurgicale. Alors, quand est-ce qu'on va opérer ce patient? On va l'opérer quand il a un tissu nécrotique, quand il est de mauvais pronostic et quand il a une ostéite et quand il a une plaie qui traîne plusieurs mois et à la fin on découvre qu'il a une ostéite. Donc là, il faut l'opérer parce qu'il ne va jamais cicatriser. Des fois, on ampute l'orteil ou à mi-pied, ça dépend du degré de l'affection. Et des fois, on est amené juste à faire une chirurgie délabrante, moins délabrante, je veux dire, avec excision de tous les tissus nécrotiques qui peuvent être sur le dos du pied. Par exemple, des fois, on a une nécrose au dos du pied. On peut la nettoyer juste en faire une excision des tissus et puis traiter après par l'antibiothérapie et les pansements. Alors, la revascularisation, c'est les pontages fémoro-poplités ou fémoro-tibio. Le traitement médical, c'est les antiagrégants plaquettaires, la statine, la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. La décharge. Alors, après l'antibiothérapie, la décision chirurgicale. Donc, quand il n'y a pas de décision chirurgicale et qu'on doit décharger un pied, sachez que ça ne cicatrise pas si on ne fait pas la décharge. Quand il y a un appui sur un ulcère, ça ne va pas cicatriser. Vous pouvez utiliser tous les antibiotiques du monde parce qu'à chaque fois qu'il va développer ses moyens de cicatrisation de cette plaie, il va marcher dessus, il va tout détruire. Donc ça ne va jamais marcher. Donc ici, vous avez quelques chaussures qu'on peut utiliser, la baroque et la sanitale. Et on peut aussi conseiller l'alitement, le fauteuil roulant, la botte amovible et la botte plâtrée non amovible. Donc les soins locaux, il faut des soins locaux tous les jours, bien sûr. C'est ça qui va aider la cicatrisation et qui va améliorer le confort de vie du patient et qui va prévenir la récidive. La chronologie, il faut nettoyer la plaie au sérum physiologique, utiliser juste le sérum physiologique antiseptique et parfumant, déjà dit, et donc appliquer les pansements qu'on va voir après. Donc la détertion mécanique, ça aussi ça aide la cicatrisation. Les pansements, le choix dépend du stade et de l'aspect de la plaie. On ne met pas un pansement pour toutes les plaies. Le choix du pansement dépend de son pouvoir absorbant, détersive, bactériostatique et sa conformation à la forme de la plaie. Donc là j'ai quelques exemples de pansements. Donc vous avez une plaie qui est peu exsudative. C'est-à-dire, il n'y a pas un grand écoulement, on peut utiliser, quand c'est peu exsudatif, ou c'est pas exsudatif du tout, il faut utiliser des pansements qui vont ramollir, qui vont humidifier la plaie pour aider la cicatrisation. L'hydrocellulaire, par exemple, l'interface. Quand c'est exsudatif et que ça donne beaucoup de substances, c'est beaucoup humide et ça gêne le patient et ça contribue aussi à un retard de cicatrisation. On peut utiliser l'hydrofibre, on peut utiliser aussi les hydrocolloïdes que j'ai pas mis là et quand c'est les alginades et les hydrofibres. Quand c'est sèche, on utilise l'hydrogène. Le purulent, je pense qu'on n'a pas au Maroc, l'acide hyaluronique. Donc ce qu'on a au Maroc pour les plaies qui sont sèches, c'est les tulles, c'est la base des tulles, la fameuse biogaz. Quand c'est très sec, on peut utiliser ce genre de pansement pour ramollir un petit peu la plaie et puis après on propose une excision de ce qui est plus. Les plaies qui sont malodorantes, on peut utiliser des pansements qui sont bactériostatiques à charbon, avec ou sans argent, c'est des pansements qui peuvent aider à combattre les germes. Donc, prévenir les récidives, donc là, on a traité, on a peut-être opéré ou pas, on a traité, il faut prévenir la récidive, parce qu'on a dit tout à l'heure que ces patients-là, ils vont récidiver. Celui qui a été amputé va être réamputé, celui qui avait une ulcère va en avoir d'autres. Donc, il faut prévoir obligatoirement une consultation podologique une fois que la plaie est cicatrisée.
pour mettre des chaussures adaptées et pour avoir des semelles de décharge. Pourquoi? Pour aider les zones d'hyperpression à ne plus se blesser. Le contrôle de la glycémie, bien sûr, les soins d'hygiène, le contrôle de tous les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont nous faire prévenir les complications d'artériopathie des membres inférieurs. Et puis voilà. Donc, il y a des perspectives d'avenir. Je voulais quand même vous les dire, je ne les ai pas écrits, c'est pour prévenir l'ostéoarthropathie. Maintenant, ils commencent à faire des études sur les biphosphonates pour voir si ça peut prévenir cette ostéorésorption qui accélère l'évolution du pied neuropathique. Il y a aussi l'utilisation des facteurs de croissance sur les plaies. Mais ça, le problème, c'est que ça peut induire des cancers, et donc, vaut mieux ne pas avoir un cancer de peau. C'est utilisé, il y a une substance qui est utilisée en France pour les plaies qui ne cicatrisent pas. C'est un facteur de croissance qui s'appelle le Regranès. C'est une substance qui donne de très bons résultats, mais en fait, on doit l'utiliser vraiment de façon très très limitée chez les patients qui sont artériopathiques. Et en fait, parce qu'il y a un risque. Donc, en conclusion, il faut poursuivre l'antibiothérapie. C'est pas une conclusion du sujet, hein, mais c'est des mots-clés que je vais vous donner à la fin. Poursuivre l'antibiothérapie jusqu'à disparition des signes d'infection, sans exiger une cicatrisation complète de l'ulcère du pied. Discuter le recours à la chirurgie devant un abcès profond, une extension ostéo-articulaire, la présence d'une nécrose ou d'une gangrène, et en cas de fascite, nécrose. Voilà, je vous remercie. Merci pour